C'est toujours un plaisir pour moi de vous retrouver, chers téléspectateurs de la télé du 21e siècle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité de ce soir, le mot d'ordre de grève lancé par le Sénasur a été respecté dans la plupart des universités publiques du pays. Vous suivrez le constat dans ce journal. La coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale a rendu hommage aux victimes des événements du 22 janvier-février 2007 à travers une conférence de presse ce vendredi à la Maison commune des journalistes. Les Échos, c'est en ce début de journal. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Je vous le disais au sommaire, vous vous souvenez sans doute des événements de janvier et février 2007 à la suite d'une grève des centrales syndicales CNTG, USTG. Une marée humaine déferle dans les rues de Conakry. La manifestation s'est soldée par plusieurs dizaines de morts, des blessés et des arrestations. Ce vendredi, la coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale a tenu une conférence de presse pour commémorer l'événement et rendre hommage aux victimes. Mohamed Traoré et Ibrahima Païkamara. Il y a 14 ans, jour pour jour, des milliers de personnes ont envahi les rues pour protester contre le régime de feu général Lansana Conté. Une marche dans le cadre d'une grève des centrales CNTG, USTG. 186 morts, 1188 blessés, des centaines d'arrestations et des cas de viol. C'est le triste bilan de la seule journée du 22 mars que la coalition guinéenne pour la Cour pénale internationale a commémoré ce vendredi. Ces jours, la répression était à son comble et la brutalité inouïe sur des simples citoyens qui n'étaient munis que des pancartes et des banderoles dont le seul rêve était de vivre décemment dans la sécurité, la paix et le bien-être dans leur pays. Les conférenciers comptent ainsi attirer l'attention des autorités d'organiser un procès juste et équitable. Nous, on revient à la charge du moins, pour parler de ces événements. C'est d'abord pour ne pas que l'oubli vraiment s'instaure dans les esprits des gens et pour ne pas que les victimes se sentent complètement abandonnées. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, comme on l'a dit dans la déclaration, c'est pour interpeller l'État à travers l'appareil judiciaire qui est déjà saisi d'une plainte avec constitution de partie civile depuis 2012, bientôt 10 ans. On n'a inculpé aucune personne, excepté Mme Rabiatou Serra Diallo, qui a été convoquée par le juge Souma. Et ce jour, je me souviens, j'étais aussi présent au tribunal de Dixine. Quand elle est venue, pour elle, c'était un acharnement contre sa personne, ce qui n'était pas le cas. Depuis le 18 mai 2012, une plainte avec constitution de partie civile a été engagée devant le tribunal de première instance de Dixine par l'OGDH et la Fédération des Ligues des droits de l'homme, sans succès jusqu'à nos jours. L'association des victimes du Camboiro a animé une conférence à la Maison commune des journalistes ce vendredi 22 janvier 2021. Objectif à rappeler les faits sombres, mais surtout exiger de l'État qu'il fasse justice après de longues années. C'est un reportage de Yayo Moubari et Ibrahima Païkamara. Sous le thème « Les purges qui se sont perpétrées en Guinée de 1959 à 1983 sous le règne de Sékou Touré », ces membres de l'association des victimes du Camboiro sont revenus sur cette page sombre du pays. En 1959, malheureusement, commencent les tueries en Guinée. Les tueries en Guinée vont être orchestrées et planifiées sous forme de complot. Donc, toute la stratégie du PDG va tourner autour de complot. De complot pour arrêter des personnes qui sont considérés comme étant des adversaires potentiels de Sékou Touré. Les membres de cette association ont aussi abordé un autre thème qui est l'illégalité du tribunal révolutionnaire populaire qui a condamné le 25 janvier 1971 des Guinéens sans procès équitable. Si le gouvernement de l'époque, si l'État guinéen pense qu'il y a des Guinéens qui ont commis des forfaitures, à qui on pouvait reprocher des actes, un certain nombre d'actes, il fallait laisser le système judiciaire faire son travail. Mais on a mis complètement le système judiciaire de côté. Et ce que je viens de vous décrire,
les actes de torture, les actes on arrache les aveux à travers les tortures, c'est ce qui s'est passé. Aucun des condamnés à mort n'a pu bénéficier d'un avocat, n'a pu bénéficier d'assistance, n'a pu s'expliquer. Ce rescapé du Camboiro exige que lumière soit faite sur ce dossier qui dure depuis plus de 50 ans. Ce que nous voulons, c'est simplement la vérité, la restauration de la vérité. L'image des gens qui ont été tués, qui ont vécu ces moments tragiques, soit réhabilitée. Construit en 1912, le Camboiro était un camp d'internement militaire, de torture et de mise à mort sous le régime de Sékou Touré. Plus de 50 000 personnes y ont été tuées. Page éducation dans cette édition d'information. Pas de cours pendant 4 jours dans les universités publiques du pays. C'est une décision prise par le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique qui a décidé de déclencher une grève à partir de ce vendredi. Il revendique pour le respect des points de protocole d'accord signés avec le gouvernement guinéen ces 2 dernières années. Ce mot d'ordre de grève a été observé par les enseignants de l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Ibrahima Souribari nous fait le point. Des directions de département et salles de classe cadenassées ce matin à l'Université générale Lansana Conté de Sonfonia. Un fait dû à la décision des enseignants de suivre le mot d'ordre de grève déclenché ce vendredi par le syndicat national autonome de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. La grève s'étendra jusqu'au mardi 26 janvier prochain. Les enseignants ont déclenché une grève et cela d'une manière ou d'une autre nous affecte parce que nous venons tout de suite rater un cours. Mais bon, comme vous pouvez le constater, ce n'est pas une bonne chose pour nous parce que nous avons un programme déjà bien établi. Rater un cours ne peut en aucun cas être une bonne chose pour nous. Quelle qu'en soit la raison qui se trouve derrière cela, moi en tant qu'étudiant, j'interpelle les autorités d'appeler les étudiants, de trouver une solution. C'est ce qui peut, moi, arranger ma situation. Surprise et désorientée, Marie-Louise Silla exhorte les autorités à faire face aux revendications des enseignants. Je dirais aux autorités de voir leurs requêtes pour nous aider, pas pour eux, mais pour nous les étudiants en fait. Parce qu'ils font beaucoup de choses pour nous aider. Parce que là, la dernière fois, on avait manifesté pour le transport, il nous a écoutés. On avait manifesté pour la réinscription et les inscriptions. Il nous a écoutés et si c'est au tour des professeurs de manifester aussi. Pour nous les étudiants, je le prie de leur écouter en fait. Le service de la scolarité, la bibliothèque centrale sont également en arrêt. Un service minimum est cependant disponible en cette période de crise. Certains cadres de l'université se réjouissent de cette décision du syndicat. Nous, notre position, nous sommes avec le syndicat, il faut le dire comme ça, hein, clairement. Ouais. Si nous avons accepté d'être syndiqués, c'est que nous avons accepté que le syndicat porte notre voix. L'ouverture des classes universitaires a pris un retard de 2 mois à cause de la pandémie du Covid-19. Cette interruption, après seulement 1 mois de cours, va déteindre sur le déroulement des programmes. Malgré nos tentatives, les responsables syndicaux ne se sont pas exprimés. Comme beaucoup d'autres, Alpha Amadou Banobari est reconduit. Il reste ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le décret a été lu jeudi sous les médias d'État. Ce vendredi, Alpha Omar Diallo a rencontré le ministre confirmé. Suivez son compte-rendu. 7 mois après sa prise de fonction, Alpha Amadou Banobari continue à jouir de la confiance d'Alpha Condé. Il continue son chemin à la tête du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Dr Banobari dit qu'il a pris du temps de bien étudier le système éducatif guinéen. Que j'ai bénéficié de la confiance du président de la République à la tête de ce ministère. 6 mois durant, j'ai lu, j'ai écouté, j'ai échangé. Et je pense pouvoir dire j'ai compris les grands enjeux, les grands défis et l'ordre des priorités. Dr Amadou Banobari dévoile quelques priorités de son département. Maintenant, nous allons passer à la deuxième phase, à la mise en œuvre
de ce qui a été pensé. L'école guinéenne, tous les enfants de Guinée en âge d'aller à l'école ne sont pas scolarisés. Il est de la responsabilité de l'État d'assurer une éducation universelle pour tous. L'école guinéenne est malade. Elle a un problème de qualité d'enseignement et d'apprentissage. Nous allons gouverner autrement le système éducatif, la mission que je me donne. Aujourd'hui, la Guinée compte 9000 écoles primaires publiques, 531 collèges publics, 98 lycées et 78 collèges publics. Ces établissements sont insuffisants au vu du taux démographique que connaît le pays, qui est l'un des plus élevés sur le continent. Et puis, les élus locaux de Matam ont tenu une assemblée extraordinaire ce vendredi 22 janvier à la mairie de la dite commune. Objectif était pour ces responsables communaux d'adopter des projets d'investissement pour leur juridiction. Cependant, certains conseillers communaux parlent d'une violation de la loi à la matière et invitent ses pairs à son respect. Suivi. Dès qu'on parle de compte rendu, dès qu'on parle d'argent, les gens s'énervent. Cela a été dit. On dit que si on ne se reproche pas de quelque chose, on ne doit pas s'énerver. Je ne suis pas satisfait de dérouler des choses parce que ma demande n'a pas été prise en compte. Je reste sur mes fins. Je pense que la transparence doit prévaloir. Personne n'est contre le projet de développement de Matam, mais on veut la transparence dans le compte rendu de ce qui a été géré. Et au-delà de ça, nous avons fait 2 ans. Nous avons des écoles en situation vraiment de SOS, de détresse, où les enfants sont assis par terre. Pendant ce temps, ça ne serait-ce que les marchés ou les débarcadères ou autres sources de financement que nous avons, par rapport à l'État aussi, que l'on aurait pu faire, ça ne serait-ce que 100 tables-bancs ou 200 tables-bancs par mois. Plus d'une dizaine de cases, une maison et des réserves de nourriture d'une vingtaine de familles ravagées par le feu. C'est le bilan d'un incendie signalé ce jeudi 21 janvier. Le drame s'est produit dans le district de Bouléré, relevant de la sous-préfecture de Sangaredi. Plus de détails avec Mariam Barry. Plus d'une dizaine de cases, une maison et des réserves de nourriture d'une vingtaine de familles ont été consumés par les flammes ce jeudi dans les environs de 13h20 à Guéguéré, dans le district de Bouléré, relevant de la sous-préfecture de Sangaredi. À en croire Mamadou Goudiba, le maire du dit district, joint au téléphone par notre rédaction, le feu a tout réduit en cendres. Dans les environs de 14h que j'ai reçu un appel téléphonique me disant que un secteur du district de Bouléré est victime d'un incendie qui est en train de ravager tout le village. Il a mobilisé l'équipe de prévention d'incendie et ils se sont rendus sur les lieux. Mais avant qu'ils s'y rendent, il y avait un temps qui s'était écoulé. Donc, il y avait un bon nombre de cases qui sont parties, qui sont volatilisées en fumée et plusieurs greniers ou de stocks de nourriture qui ont été aussi brûlés. C'est le Mamadou Moustapha Ba, ingénieur agroforestier. Le brasier est parti d'un feu qu'avaient allumé des enfants lors d'une partie de jeu. D'après les informations que nous avons transmises là-bas, il y a des enfants qui s'amusaient tout peu de temps. Ils ont vu du feu qui attaquait une cuisine là-bas. C'est à partir de là-bas que le feu a propagé tout le village. Après le dénombrement, au total, 20 cases et une maison ont été consumées par les flammes, a confié le maire. Mamadou Goudiba a également fait comprendre qu'un SOS a été lancé à toutes les sociétés et les personnes de bonne volonté pour venir en aide à ces familles désormais sans abri.
Page sport dans ce journal, la poule B devient de plus en plus serrée. Deuxième journée du groupe s'est jouée jeudi au stade de Japoma au Cameroun au compte du CHAN 2021. Dans le premier match, la République démocratique du Congo a fait un but partout avec la Libye juste à la dernière minute. Et dans la seconde manche, les Diables Rouges condamnés à la victoire ont aussi concédé le nul devant le MENA du Niger. Une journée spectaculaire et surprenante pour la Libye qui a tenu jusqu'à quelques secondes de la fin du match. C'est un commentaire de Mohamed Salou Diallo. Alors que la Libye pensait tenir sa revanche face à la RDC Congo au stade de Zapoma en s'imposant pour le compte de la seconde journée du groupe B, les Léopards ont égalisé dans la dernière seconde du match, décimés par l'absence de plusieurs joueurs et l'entraîneur en chef Florent Ibenge, tous testés positifs à la Covid-19, les Léopards se sont battus jusqu'au bout. Et pourtant, les Libyens ont débuté le match de la plus belle manière. 12 minutes après le coup d'envoi, sur un corner bien frappé par Rabia El Saadi, Hossein ouvre le score par la tête. Les Libyens convaincus et rassurés se sont fait surprendre par le tir foudroyant de Luzolo Sita au fond du filet à quelques secondes de la fin. Un but qui sauvera la RDC Congo et réconforte sa position de leader dans ce groupe. Dans la seconde rencontre, les Diables Rouges obligés à gagner pour se relancer dans la compétition après sa défaite 1-0 concédée face à la RDC lors de la première journée, s'est heurté à une équipe du Niger organisée. Cette partie s'est soldée par un match nul ouvert. Mais il a fallu attendre à la 35e minute pour lancer des nouvelles assauts. Prince Mouyanza allume le feu en plein lucarne qui va transpercer les gants du portier Abdourazak avant de finir au fond des filets. C'est avec ce score que les Diables Rouges vont rentrer dans les vestiaires. À l'entame de la deuxième période, les Diables Rouges se sont montrés offensifs. Il fallait garder la patience jusqu'à la 57e minute pour que Dimitri Mounialé touche de la main la balle. L'arbitre central n'hésite pas à pointer les 9 mètres. Moussa Issa transforme le penalty et égalise pour les MENA du Niger. La RDC leader avec 4 points, suivi du Niger et de la Libye chacun 2 points et le Congo dernier avec un seul point. Toujours au sport, après sa première victoire de 3-0 lors de la première sortie du CHAN contre la Namibie, le Sili national local sera opposé ce samedi 23 janvier 2021 à la formation de la Zambie. Quelques acteurs estiment que c'est un match difficile à jouer pour la Guinée. Ils demandent à l'entraîneur de revoir son système. Ibrahima Diallo. Le Sili national local a dominé les Braves Warriors de la Namibie sur un score de 3-0 lors de sa première sortie du championnat d'Afrique des Nations. L'équipe guinéenne jouera son second match ce samedi 23 janvier 2021 contre la Zambie. Un match difficile pour les poulains de l'AP Bangoura, estime Karim Bencherifa. Ça sera un match très fort, ça sera un match très serré je crois, parce que la Zambie a montré aussi beaucoup de choses. Donc je suis très intéressé de voir le match demain et je crois que ça sera une nouvelle proposition que va proposer cette équipe de Zambie qui je connais personnellement l'entraîneur Michou et qui sont très organisés, très bons physiquement. Vous savez les sélections anglophones, ils ont toujours cet engagement physique, donc ça sera pas facile pour la Guinée, mais je crois que la Guinée a tous les atouts pour prendre déjà un match nul, ça serait bien aussi, mais pourquoi pas une victoire. Cette rencontre est l'un des chocs très attendus en cette deuxième journée. Tous vainqueurs lors de leur première sortie. Les deux protagonistes visent une seconde victoire pour assurer sa qualification en quart de finale. C'est un match qui sera difficile, mais la victoire reviendra à la Guinée sur le plan d'expérience. Kafour Laté Bangoura a beaucoup d'expérience. Même si qu'il ne restera que 2 minutes, le Guinéen peut marquer. Et puis surtout, on a une ligne d'attaque et je porte beaucoup confiance. Ce duel au sommet de la poule D se disputera au stade Omnisport de Lembe ce samedi 23 janvier 2021 à 16h. Vous l'avez sans doute compris, c'est cet élément de sport qui met un terme à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et merci également à l'équipe rédactionnelle et technique. Au revoir et bon début de week-end.